Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le conseiller régional écologiste Lou Noirclair. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle beaucoup des thématiques écologistes au sens large. Qu'est-ce que c'est que l'écologie politique que vous portez aujourd'hui? Comment est-ce qu'on se singularise? Comment est-ce qu'on peut porter ce message qui paraît pour beaucoup transversal? L'écologie politique, c'est déjà partir du territoire. C'est regarder ce qui se passe, les problématiques sociales et les problématiques environnementales. Et je pense que dans les Vosges, on a de bons exemples. On a des bassins d'emploi qui sont en perdition, des personnes qui s'en vont du département, une démographie à la baisse. On a de grosses problématiques sur le massif, des feux de forêt, on l'a vu l'année dernière, l'année d'avant. On a beaucoup de choses, que ça soit social, environnemental, parfois démocratique. Et l'écologie politique, c'est comment est-ce qu'on résout toutes ces problématiques vers un monde plus durable, un monde qui demain soit soutenable à l'aune de la transition écologique. C'est-à-dire comment est-ce que l'on essaye d'enrayer un petit peu le changement climatique à notre échelle, et surtout comment est-ce qu'on s'adapte à ce changement climatique pour que demain le monde soit vivable, qu'il n'y ait pas plus d'inégalités sociales, économiques et environnementales. Donc c'est multidimensionnel, on l'a bien compris. Est-ce que c'est forcément de gauche? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que être écologiste fait porter fatalement des valeurs de gauche? Moi, j'entends beaucoup dans les discours des opposants à l'écologie politique que les écolos portent de l'écologie punitive. Et pour moi, en fait, l'écologie punitive, c'est le symbole d'une écologie qui n'aurait pas de valeur sociale. C'est-à-dire que si demain on vient interdire sans compenser, si demain on vient faire payer des gens sans redistribution, ça, c'est de l'écologie punitive, et ça, c'est une écologie qui n'a pas de valeur sociale. Et donc, pour moi, l'écologie, forcément, pour ne pas être punitive, pour qu'elle soit de l'écologie du quotidien, il faut forcément l'accompagner d'une valeur sociale. Ouais. C'est clair. Alors, évidemment, vous êtes un jeune élu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la difficulté d'aller chercher les jeunes et de les convaincre à aller dans les urnes. Comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce que vous, de l'intérieur, j'ai envie de dire, puisque vous êtes de cette génération-là, quels sont les leviers, les ressorts possibles pour mobiliser la jeunesse? On va parler dans un instant des scrutins qui nous attendent. Pour mobiliser, il n'y a pas de recette miracle, sinon il y aurait une mobilisation générale. Je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas que les jeunes qui se désengagent. Quand on regarde les chiffres de l'abstention, elle est en hausse, et c'est surtout... Mais c'est surtout vrai quand même chez les jeunes. C'est surtout vrai chez les jeunes. Il faut s'emparer peut-être des nouveaux leviers de communication, comme vous le faites ici à Vosges Télé, investir les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, là où ça, tout le monde le fait, ça suffit pas. Là où on trouve les gens, ça ne suffit pas, mais ça permet quand même de toucher les gens, et puis être là au quotidien et montrer que les politiques, en règle générale, que ce soit de mon parti ou des autres partis politiques, que les politiques servent à quelque chose, ne mentent pas, soient honnêtes avec les gens, servent à quelque chose, changent le quotidien des gens, changent la vie des gens. Et je pense que vraiment c'est ce sentiment-là qui permet derrière un engagement des gens. Il faut aussi peut-être s'intéresser à la question démocratique, plus globale, les règles qui fondent notre démocratie. Est-ce que les modes de scrutin sont vraiment adaptés? Est-ce qu'un scrutin... plus de proportionnel, on sait que c'est votre marotte. Voilà, est-ce qu'un scrutin à la présidentielle ou au second tour, on ne se mobilise pas par un vote d'adhésion, on ne vote pas pour une personne au second tour, on vote contre, on élimine la seconde personne. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut réfléchir, et peut-être que par là on peut réussir à faire en sorte que les gens dans la globalité aient plus confiance au système, plus confiance en la démocratie. Alors dans ce climat difficile, il y a quand même un parti qui s'en sort, vous voyez de qui je veux dire évidemment, de qui je veux parler, c'est le Rassemblement National. Quelle est votre analyse? Pourquoi le Rassemblement National a cette bulle électorale de plus en plus large, puisqu'on voit que les jeunes s'y mettent, on voit que les cadres aujourd'hui n'hésitent plus à répondre à cet appel-là? Les choses vont plutôt mal en règle générale. Il y a une crise du système de santé. Le système scolaire a aussi ses limites parce qu'il y a un sous-investissement dans le système scolaire. Il y a une inflation grandissante, on l'a vu l'année dernière, avec des prix de la consommation qui ont augmenté de plus de 10%, etc. Et donc, face à ça, on se tourne vers le choix peut-être de la simplicité, des gens qui donnent des grandes incantations mais qui derrière ne font pas grand-chose. On le voit au Parlement européen, le Rassemblement national n'est pas présent, ils se divisent entre eux, ils ne proposent pas de solution d'avenir, mais ça on ne le voit pas derrière la communication du parti. Et on se tourne aussi peut-être vers des partis que l'on n'a pas encore expérimentés, ils ne sont jamais venus au pouvoir. J'espère ne viendront jamais, parce que ça serait à mon sens dramatique, mais voilà, peut-être que tout ça explique aussi, explique leur montée, derrière des discours simplistes, derrière des discours qui ne reflètent pas vraiment la réalité, qui malheureusement mentent aux gens. Mais ça, on s'en rend pas forcément compte parce qu'ils arrivent à cacher ça dans une communication, dans de la publicité qui malheureusement est mensongère. Et ça, de l'intérieur, on le voit.
pour siéger à côté d'élus du Rassemblement national À la région. à la région, on voit qu'ils ne votent jamais rien en commission, par exemple. Ils décident de ne jamais rien voter. Ils ont des positions qui sortent totalement des compétences régionales, juste pour faire un petit peu de communication sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est dramatique, parce que ce qu'en perçoit l'électeur, c'est pas du tout la réalité, et la réalité est quand même assez triste. Le RN qui est crédité d'un peu plus de 30% lors des prochaines européennes, ça sera le 9 juin en France, un rendez-vous électoral avec une candidate choisie par votre mouvement, votre parti, Marie Toussaint, 36 ans. Petit mot d'abord sur la personne, on ne va pas juger la personne, en tous les cas le profil choisi. Marie Toussaint, c'est une élue qui sort, c'est une élue sortante, elle a déjà fait un mandat, elle a déjà fait 5 ans d'eurodéputée, oui. D'eurodéputée, oui, 5 ans au Parlement européen, donc elle a acquis de l'expérience. Elle s'est investie sur les questions de justice climatique, c'est par exemple elle qui a été à l'origine des plaintes qui ont été portées contre l'État pour inaction climatique, elle et son organisation. Elle s'investit dans beaucoup de domaines, elle est aussi accompagnée de colistiers qui s'investissent dans beaucoup de domaines, je pense particulièrement à l'agriculture de mon côté, parce que c'est quelque chose déjà qui traverse le département. C'est une politique qui est intimement européenne. La PAC, qui subventionne le modèle agricole européen, est issue de l'Union européenne. Et le modèle que portent les écologistes, c'est un modèle qui est vraiment bien plus vertueux. Il faut savoir, par exemple, que la PAC, à l'heure actuelle, c'est des aides à l'hectare. En fait, 20% des agriculteurs, 20% des exploitations européennes perçoivent 80%, captent 80% des aides de la PAC. Ça, c'est quelque chose qu'on veut changer. On veut changer aussi, par exemple, la possibilité qui est donnée aux agro-industriels d'augmenter leurs marges. Je parlais tout à l'heure de l'inflation l'année dernière. 12% d'inflation en France. Les marges de l'agro-industrie ont augmenté de 50%. Voilà, donc derrière la crise agricole que l'on vit ces derniers jours, derrière les revendications légitimes des agriculteurs, il y a une énorme disparité entre les groupes, bien sûr. Quand on va au supermarché et qu'on achète son paquet de chouquettes industrielles à 10 centimes, mais derrière, comment voulez-vous que l'agriculteur soit justement rémunéré d'autant plus il a une petite exploitation, il perçoit moins les aides de la PAC. Voilà, tout ça, c'est par exemple sur le volet agricole, ce que porte Marie Toussaint, ce que porte la liste des écologistes. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il est important. Alors Marie Toussaint, inconnue du grand public, il faut bien le dire. Vous avez décliné une partie du programme. Est-ce que ce choix d'une inconnue comme cela, justement, ça peut permettre d'aller sur le fond des idées? Et on sait très bien quand même qu'en France, on est très attaché à avoir des noms connus comme tête de liste. Aujourd'hui, crédité de 8,5%, la campagne n'a pas commencé, c'est vrai, mais on est loin du score de Yannick Jadot d'il y a 5 ans. Hein. Oui, mais vous savez, il y a 5 ans, Yannick Jadot, j'ai regardé les sondages juste avant de venir, les sondages de 2019. En mars 2019, il était crédité de 8%. Aujourd'hui, on est crédité à peu près pareil, entre 8 et 9%. 4 jours avant le scrutin, en mai 2019, Yannick Jadot, qui était un peu connu à l'époque, était crédité de 9%. Il a fait 13,5%, lui et sa liste. Donc en fait, voilà, il y a une part d'inconnus. C'est aussi ce qui est extrêmement intéressant dans les campagnes électorales. Là, la campagne se lance, les électeurs ne sont pas encore... Il y a eu un premier débat, vous en avez pensé quoi? Vous l'avez regardé? Il y a eu un premier débat sur Public Sénat. Je l'ai regardé. Voilà, il a été boudé par la tête de liste du Rassemblement national. Voilà. Jordan Bardella. Donc un premier débat, une campagne qui se lance et déjà un parti qui déserte. C'est inquiétant, c'est pas rassurant, mais j'ai trouvé l'exercice... et notamment la manière dont Marie Toussaint a mené le débat extrêmement intéressant et comment dire, et encourageant pour la suite. Pour en finir sur ces européennes, il y a une dispersion totale à gauche. Pour vous, c'est légitime, il faut que chacun fasse entendre sa singularité. Hein, on voit que Raphaël Glucksmann fait la course en tête parmi les têtes de liste à gauche, et derrière Marie Toussaint, Manon Aubry un petit peu derrière, Léon Desfontaines pour le PC. Est-ce que c'est logique que chacun y aille de son propre côté ? Rapidement. Hein. Aux élections européennes, oui, la démocratie, elle est régie par des règles. L'élection présidentielle, j'ai dit tout à l'heure, scrutin majoritaire à 2 tours, il faut des alliances avant pour pouvoir être au second tour. Une élection européenne, les alliances, les coalitions, elles se font après, par projet. Et donc, que toutes les listes qui ont des singularités un peu différentes puissent exprimer, puissent débattre de leurs idées, et qui derrière sont élus à la proportionnelle, donc non pas plus, non pas moins d'élus que s'il y a des alliances avant. Ça préserve les groupes aussi, il faut être clair. Ça préserve les groupes. J'invite, c'est pas forcément sur la thématique européenne, mais moi j'invite les gens qui s'intéressent à ça à regarder la très bonne série Borgen, qui est sur le système danois. Et au Danemark, ils ont des élections proportionnelles, et on voit qu'en fait, les alliances, elles se font après, elles se font pas avant l'élection. Les élections européennes, c'est la même chose.
Alors, vous êtes très attaché au débat. Vous en avez organisé un il y a quelques jours sur l'immigration, sujet qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui et qui reste sujet un peu prioritaire, ou en tout cas le plus recensé dans la pré-campagne européenne. Vous aviez 80 personnes, je crois, du côté d'Épinal. Et c'est par là aussi que ça passe. Il faut y aller, il faut aller chercher les gens. Mais oui, participer à la vie démocratique du pays, c'est pas simplement regarder des débats à télé, etc. C'est aussi pouvoir y participer. Parfois, on manque de ces espaces, et donc moi j'ai voulu créer ça. On a créé une réunion publique, de débats, une vraie rencontre avec des vrais échanges qui cassaient un peu le quatrième mur qu'on voit trop souvent dans certaines réunions publiques ou dans les tables rondes, avec des échanges entre la salle et les invités. On a Benjamin Lucas, député des Yvelines, qui était chef de file des écologistes sur la question de l'immigration, qui est venu en discuter. Et c'était très intéressant. On était au Lavoir Théâtre à Épinal, le jauge de 80 places, la salle était remplie. Alors là, on voit des images de mineurs non accompagnés. On en a 450 dans les Vosges. Ça fait partie des thématiques, évidemment. On a vu que lors de la dernière arrivée, puisqu'il y a des arrivées en permanence à plein fin, ça avait soulevé quelques mois. Ça passe aussi par là. Il faut expliquer. Il faut dédramatiser la situation, c'est-à-dire que c'est pas en regardant ces news toute la journée qu'on a un aperçu réel de la situation. Le réel, on le vit dans nos territoires, et donc il faut que les gens puissent échanger, puissent débattre, puissent vérifier les chiffres, parce que souvent les chiffres qui sont donnés ne sont pas forcément les bons, sont instrumentalisés, etc. Et donc pour ça, il n'y a rien de mieux que le lien humain, rencontrer des vraies personnes, et donc ces espaces d'échange que l'on peut créer sur le territoire, c'est effectivement très intéressant. Moi, j'ai été... Avec une mobilisation qui est de plus en plus compliquée, on le sait très bien, les réunions publiques ont du mal à aller chercher leur public. Mais là, on a rempli le Lavoir Théâtre. J'espère que sur d'autres thématiques, on serait capable de faire autant, voire plus. Et donc, voilà, c'était un test, une première étape. Moi, je suis très content des échanges, du contenu, de la conversation qui s'est instaurée entre les gens, les élus, les invités qui étaient là. Et donc, j'aimerais bien que ça puisse recommencer sur d'autres thématiques. Allez, il nous reste 3 minutes pour parler de la région, évidemment. Oui. C'est quand même votre mandat actuel. Vous seriez donc, on l'a bien compris, favorable à un scrutin à la proportionnelle, quitte à ce qu'il y ait des listes un peu entre la carpe et le lapin. Vu de l'opposition, est-ce qu'il y a eu un changement notable depuis l'arrivée de Franck Leroy? Et où est-ce qu'en est la région pour vous? Est-ce que les inflexions sont bonnes ou moyennement bonnes ou pas bonnes du tout? Pour moi, les changements, c'est surtout des changements politiques en interne de la majorité. L'ancien président de région, Jean Rotner, était un adhérent, un responsable LR des Républicains. Franck Leroy, lui, est plutôt centriste, vient de la formation politique Horizon. Et donc, c'est en interne de la majorité qui, elle, n'a pas changé, qu'il peut y avoir des débats, etc. Vis-à-vis des groupes qui ne sont pas dans la majorité, il n'y a pas forcément d'inflexion, comme vous dites. Voilà, on est sur le programme sur lequel a été élue la majorité, qui n'est pas mon programme, sinon je me serais présenté avec eux. Et on sait travailler de concert avec eux quand il s'agit de projets que l'on porte, qui vont dans le bon sens selon nous, sur les problématiques de transport, sur les problématiques de la culture, etc. Et parfois, on sait aussi s'opposer. J'ai dit sur l'agriculture, on ne partage pas le même modèle, donc on sait s'opposer et faire des propositions pour la ruralité, pour l'agriculture, pour les lycées, pour éviter de fermer des lycées, pour éviter de fermer des gares, etc. Alors, le plan de la ruralité de la région sera présenté en Meuse début avril. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous craignez effectivement qu'on soit à l'opposé de ce que vous venez de décrire? Moi, je regarde avec attention. Pour le moment, je n'ai pas eu le détail. On n'a pas encore eu les dossiers. Mais le budget qui a été voté l'année dernière pour cette année est un budget constant. Donc le gâteau que l'on va se partager est le même. Donc quand le gâteau est le même, à l'intérieur, on peut faire un peu ce qu'on veut. La marge de manœuvre est faible. Oui. La marge de manœuvre est faible. Donc j'attends de voir avec intérêt, curiosité, et donc on saura se prononcer à ce moment-là. Nous, depuis le début du mandat, on a fait des propositions. Je parlais tout à l'heure des feux de forêt. On a proposé la création d'un fonds pour indemniser les communes sur les feux de forêt, sur la question du bien-être animal, sur la question du revenu des paysans, sur la question des lycées, des gares, des transports. Tout ça, on a fait des propositions depuis le début du mandat. On saura les rappeler et on verra ça avec intérêt. Allez, deux dernières questions. Les Verts sont à la tête de plusieurs villes françaises majeures. Grenoble avec Éric Piolle qui avait ouvert la voie. Lyon, Bordeaux, Strasbourg. Quel regard vous avez aujourd'hui en 30 secondes? Est-ce qu'il y a un renouveau de la façon de voir? On parlait de ruralité, là cette fois on parle de métropole. Je pense que oui, je pense que c'est il y a beaucoup d'inquiétudes au départ, hein, et quelques maladresses sans doute. Hein. Ouais, des maladresses, c'était surtout des maladresses de communication, je pense. On va pas forcément revenir là-dessus, mais je pense que, etc., oui. En tout cas, moi, j'en suis intimement convaincu que c'est la preuve que les écologistes
sont en capacité de gouverner à l'heure actuelle, à l'échelle municipale, à l'échelle métropolitaine, dans les départements, dans les régions, et en 2020, aux prochaines présidentielles, 2027, pourquoi pas gouverner l'État. Oui. Vous avez 27 ans, est-ce que, on vous prête quelques ambitions évidemment politiques, est-ce que vous vous projetez forcément sur ces scrutins, 2026 les municipales, 2027 les législatives, où est-ce que vous en êtes? Se projeter forcément, non. La politique, pour moi, ça ne doit pas être une fin en soi. C'est un moyen. On a des convictions et la politique, ça sert à mettre en place le projet de société que l'on veut porter. Mais il n'y a pas de mais, il y a un et. La région, c'est une strate extrêmement intéressante. Je l'ai dit, transport, lycée, économie, agriculture, c'est extrêmement intéressant. On rencontre des gens extrêmement intéressants au quotidien. Il y a d'autres strates. Les prochaines échéances, vous semblez le dire, sont les municipales. C'est aussi une échéance extrêmement intéressante pour porter à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité un projet. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, quand on est amoureux de son territoire, quand on est amoureux de sa commune, de sa ville, forcément, et qu'en plus on fait de la politique comme moi, ça donne envie de s'engager. Lou Noirclair était l'invité de Parole d'élu, merci à vous. On se retrouve pour ce qui nous concerne lundi prochain avec le maire de Thaon-les-Vosges, Cédric Axer, maire Horizon. Très bonne semaine à toutes et à tous.